Un suspect malin comme un singe qui se travestit. Il louait à une femme qui visiblement était un homme. On est en plein Tutsi, d'accord? Un jeu du chat et de la souris qui va mettre en échec la police pendant plus de 20 ans. Il s'est évanoui dans la nature. Argent, pouvoir, travesti, drogue, la totale. Un milliardaire fou, une princesse de la mafia et une série de meurtres d'une côte à l'autre. C'est maintenant dans les crimes de la jet set. À Galveston, on est presque au bout du monde. Septembre 2001. Un père et son fils sont en train de pêcher sur la côte de Galveston, au Texas. Le garçon a vu des sacs qui flottaient à la surface et un torse à la dérive. Il a crié à son père, « Il y a un cadavre dans l'eau !» La police arrive sur les lieux. On n'a pas trouvé de tête. Il y avait 3 sacs plastiques. L'un contenait 2 bras, l'autre une jambe et le dernier la deuxième jambe. Si on ne connaît pas Galveston, on peut penser que la mer va tout emporter. Mais à Galveston, tout revient sur la rive. La police relève quelques indices dans les restes putrides. On a trouvé la note d'une quincaillerie pour l'achat d'une bâche et 2 sacs poubelles. Il y avait l'emballage d'une scie à archet de 21 pouces. Ils ont également trouvé une lettre d'expulsion adressée à un certain Maurice Black. La lettre mène la police à un appartement dans les bas-quartiers. Une fois là-bas, ils ont fouillé les poubelles. Une arme, des munitions, une chaussette pleine de sang, des bâches. Tous les éléments d'une boucherie étaient là. Et apparemment, Maurice Black, 71 ans, homme d'entretien, semble avoir disparu dans la nature. Ils ont demandé un mandat de perquisition pour entrer dans l'appartement. Ce qui les a frappés, c'est que quelqu'un avait lessivé les murs et qu'il n'y avait pas une seule empreinte de Maurice Black. Mais le grand nettoyage n'a pas été fait en profondeur. Ils ont fait le test du luminol et tout s'est éclairé. Il y avait eu du sang dans toute la cuisine. Tout l'appartement de Black est passé au détecteur de traces de sang. Ils ont trouvé des traces de sang dans l'évier, dans la baignoire, sur le sol. Ils ont trouvé du sang sur des chaussures, une paire de cisailles, une bâche, une vraie scène de boucherie. Ils ont acquis la certitude que le sort de Maurice Black s'était joué ici. L'appartement est loué par une femme du nom de Dorothy Sinner, une locataire des plus étranges. Cette personne avait tout d'un homme déguisé en femme avec une perruque de très mauvaise qualité. Le propriétaire a avoué aux enquêteurs que c'était une des femmes les plus laides qu'il ait jamais vues. Se prétendant sourde-muette, Sinner ne communique que par écrit. Le propriétaire explique qu'un étranger a réglé son loyer à l'avance par mandat. Pour un endroit minable dans Galveston, c'est plutôt inhabituel. Elle n'était pas du coin. La police a essayé de faire des recoupements, mais n'a pas trouvé la moindre trace d'une quelconque Dorothy Sinner à Galveston. Ce meurtre sanglant frappe la côte texane avec la violence d'un ouragan. Tout le monde veut savoir comment un malheureux homme d'entretien s'est retrouvé dans des sacs plastiques et ce que vient faire sa mystérieuse voisine de palier dans l'affaire.
Les enquêteurs partent sur une nouvelle piste trouvée sur les lieux. La carte d'un optométriste avec un rendez-vous au nom de Robert Durst. Il avait un rendez-vous pour aller récupérer une paire de lunettes. Curieusement, la police ne trouve aucune trace d'un homme du nom de Robert Durst dans le secteur de Galveston. Ils lancent un avis de recherche national au nom de Robert Durst et Dorothy Sinner. Ils ont fini par trouver une Dorothy Sinner. Celle-ci est tombée des nues. Elle n'était jamais allée au Texas, ne savait même pas où se trouvait Galveston et n'avait en aucun cas loué un appartement là-bas. Il existe cependant un lien entre Sinner et Durst, un lien qui remonte à des années en arrière. Ils ont découvert que Dorothy Sinner était allée à l'école avec Robert Durst. Et celui-ci s'était servi de son nom pour louer l'appartement. Ils en ont déduit que Durst devait se déplacer habillé en femme, masquant sa véritable identité, et donc que Durst et Dorothy Sinner n'étaient qu'une seule et même personne. 9 jours après la découverte du corps, Durst va à son rendez-vous chez l'optométriste récupérer ses lunettes et la police est là pour le cueillir. Durst est arrêté et inculpé du meurtre de Maurice Black. Il a été transporté à la prison du comté de Galveston et la caution a été fixée à 300 000 $. On n'avait jamais vu un montant aussi élevé dans le comté, même pour des crimes. Suffisamment élevé pour un meurtrier de passage comme Durst. Ils ont cru avoir affaire à un homme de passage, quelqu'un qui faisait étape à Galveston. Pour l'instant, c'est juste le type à la dérive qui s'est attaqué à son voisin. Mais les apparences sont trompeuses. La caution de Durst a été payée dans la nuit. Et avant même que les gens comprennent comment il avait pu réunir une telle somme, il était déjà parti. Ils n'ont su que le lendemain à qui ils avaient affaire. Ils ignoraient qu'il était le fils d'un milliardaire de New York. Né en 1943, Robert Durst grandit à Scarsdale, une banlieue très sélecte de New York. Sa famille possède l'une des plus grandes compagnies immobilières de Manhattan. Il possédait au moins 10 gratte-ciels. C'était l'une des familles les plus puissantes et les plus influentes de l'État de New York. Qui aurait pu imaginer que l'héritier de cet immense empire immobilier de New York irraisonnait dans un petit appartement miteux de Galveston, habillé en femme? C'était complètement inattendu et imprévisible. Les millions ne sont en aucune manière garants d'une bonne santé mentale. En fait, la possession de ces grosses fortunes mène parfois les gens à faire d'étranges choses. Et cette affaire ne fait pas exception. Après avoir relâché Durst, la police de Galveston va découvrir qu'il n'en était pas à sa première accusation de meurtre. Après avoir été inculpé pour le meurtre sordide avec démembrement de Maurice Black, Robert Durst est libéré sous caution et disparaît. La police découvre alors le passé chaotique du suspect. Au début des années 70, Durst gravit les échelons de l'entreprise familiale en plein essor. Il tenait un poste de cadre moyen dans la Durst Company. Il administrait les biens, collectait les loyers. Parmi ses locataires se trouve une certaine Kathy McCormack. C'était une petite employée de Long Island, lui un puissant de New York. Ils ont commencé à se fréquenter, puis se sont mariés. J'ai connu Kathy au collège. Elle avait beaucoup d'humour, beaucoup d'allant. Elle était jeune et belle. Elle était vraiment adorable. Kathy et Bob semblent faits l'un pour l'autre. Il avait quoi, 29 ans? Elle en avait 19 quand ils se sont rencontrés. C'était le prince charmant et Cendrillon. Ils sortaient dans tous les endroits à la mode et ils sont vite devenus le couple branché. Ils ont un appartement luxueux dans Manhattan et une maison de campagne dans le nord de l'État.
Elle était sur un nuage. Et on est en droit de se dire qu'elle a été séduite par ce style de vie, par tous ses moyens et toutes ces ouvertures mises à sa disposition. Après quelques années, le tableau du couple parfait commence à se craqueler. Comment dire? Il avait des comportements bizarres. Il aboyait, ou il criait, ou bien il hurlait. Il agissait de manière à se faire remarquer, mais pas dans le bon sens. Il fumait de l'herbe en permanence. C'était son habitude. Cocaïne, marijuana, Bobby Durst s'autorisait beaucoup de choses, surtout l'herbe. C'était les années 70. New York voit défiler de nombreux millionnaires excentriques et, comme on l'a vu plus tôt, les millionnaires excentriques sont parfois sujets à des comportements extrêmes. Robert Durst ne va pas tarder à se retrouver plongé dans des abîmes dangereux. Après 3 ou 4 ans, son comportement envers Cathy a changé. Il est devenu violent, jusqu'à en venir au coup. Pour les fêtes de Thanksgiving, elle était dans le canapé et elle ne se levait pas assez vite à son goût. Il l'a saisie par les cheveux et il l'a projetée hors du canapé. Elle m'appelait dans la nuit pour me parler de la violence de Bob. Elle disait qu'elle avait peur de lui. Il l'avait même envoyée à l'hôpital. Mais en même temps, même si elle avait peur, elle croyait qu'elle allait le maîtriser, qu'elle pourrait gérer cette situation. Cathy commence à devenir indépendante. Elle ne voulait pas se contenter d'être la femme d'un homme riche. Elle voulait travailler. Cathy se lance dans des études de médecine pour devenir pédiatre. Bob est loin de la soutenir. Plus Cathy devenait indépendante, et elle était à 2 doigts d'avoir son diplôme, plus Bobby lui en voulait. Bobby aimait tout contrôler, et il était en train de perdre son contrôle sur elle. La situation n'a fait qu'empirer et Cathy est passée peu à peu de l'insatisfaction à la frayeur totale. Je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a dit un jour. Hélène, si quelque chose m'arrive, ce sera Bob qui l'aura fait. Ne le laisse pas s'en sortir. En janvier 1982, Cathy se rend toute seule à une soirée. À l'époque, on a dit que Bobby n'avait pas arrêté de l'appeler pour lui demander de rentrer à la maison. Vers 19h, elle a dit au revoir à ses amis et est sortie dans la nuit sous la neige. Et on ne l'a plus jamais revue. Bob Durst mettra 5 jours pour signaler la disparition de sa femme. On a fait tous les hôpitaux, consulté tous les fichiers de personnes disparues ou non identifiées. Mais rien, zéro. Elle avait disparu de la surface de la Terre. On a découvert ensuite qu'il jetait à la poubelle toutes ses affaires personnelles, ses bouquins, ses livres de médecine. Il n'agissait vraiment pas comme un mari amoureux dont la femme a disparu. Il faisait tout son possible pour l'effacer de sa vie. Et dès que la police s'en est rendu compte, il est devenu le suspect numéro 1. Mais sans le corps de sa femme, la police a les mains liées. Il l'a tué. Et il a fait disparaître le corps. On ne l'a jamais retrouvé. Mais peu importe, on sait que c'est lui. Bobby a été interrogé. Il a demandé un avocat et n'a plus voulu répondre aux questions. Dès cet instant, Durst ne va plus communiquer que par l'intermédiaire d'une vieille amie, Suzanne Berman. Ils s'étaient rencontrés des années plus tôt au collège et avaient noué des liens très forts. Une amitié qui durait depuis des années. Elle était très proche de Bobby. Elle l'adorait et elle le prenait pour son frère. Suzanne avait toujours été une inconditionnelle de Bobby. Et la disparition de Cathy n'y a rien changé.
Suzanne est journaliste, mais elle est surtout connue comme étant la fille d'un célèbre mafieux de Las Vegas, Davy Berman. Davy Berman était le bras droit de Bugsy Siegel. Il avait purgé une longue peine de prison pour lui et en échange, Bugsy Siegel lui avait donné son hôtel Flamingo. C'était une célébrité au Flamingo. Tout le monde la connaissait. Les danseurs, les croupiers. Tout le monde la saluait quand elle arrivait et la traitait comme une petite princesse. Suzanne Berman écrira plusieurs livres sur la vie dans la pègre. Elle ne reniait pas ses origines. Elle en était fière. Suzanne avait la mentalité de la pègre en matière de loyauté. Elle aurait tout fait par loyauté pour un ami. Elle a peut-être même aidé Bob à s'en sortir dans cette affaire. Un des points étranges de l'affaire, c'est qu'après l'annonce de la disparition de Cathy, il y a eu un appel téléphonique au doyen de l'école de médecine. Une femme, prétendant être Cathy Durst, a dit « Je me sens pas bien aujourd'hui et je ne viens pas en cours. » D'abord, une jeune femme adulte qui fait médecine ne va pas appeler le doyen pour dire « J'ai mal au ventre ». D'après moi, c'est Suzanne Berman qui a fait cet appel. Suzanne s'est impliquée. Elle s'est fait passer pour Cathy pour couvrir Bob. Mais cet appel n'est pas le seul à intriguer la police. Bobby a dit qu'il s'était rendu dans le Connecticut juste après la disparition de Cathy, alors qu'en fait, on a retrouvé les traces d'un appel en PCV, en provenance de Ship Bottom dans le New Jersey. Les enquêteurs connaissent bien Ship Bottom. C'est à 2 pas d'un lieu où la pègre a pour habitude d'enterrer ses cadavres, baptisé la Pinède. L'appel en PCV est adressé à Suzanne Berman. La police était convaincue que Bobby avait tué sa femme, qu'il s'était débarrassé de son corps près de Ship Bottom, soit dans l'océan, soit dans la Pinède. Mais il n'y avait aucune preuve directe, que des preuves circonstancielles. L'enquête est donc tombée à l'eau et Bobby s'en est sorti. Pendant les 10 années qui suivent, Bobby devient invisible. Qui sait ce que pouvait bien faire Bobby Durst? Bobby disparaît. Il est là, puis il n'est plus là. Non seulement il a cette fabuleuse résidence à New York, mais il en a une dans le Connecticut, une autre en Californie. À la fin des années 90, Durst refait surface à la mort de son père et tente de prendre les rênes de l'empire familial. On lui a fait comprendre qu'il n'aurait pas la direction, que celle-ci irait à son jeune frère. En clair, sa propre famille avait peur de lui, ne voulait rien avoir à faire avec lui. Sa famille ne voulait pas de lui. Il est évident que Bobby était le Fredo Corleone de la famille, et ça ne devait pas lui faire plaisir. Pauvre Bobby. Il va devoir se contenter de la rente annuelle de 3 millions de dollars offerte par sa famille pour l'écarter. Malheureusement, mener la grande vie ne réussira pas à l'éloigner des ennuis. 17 ans ont passé depuis le meurtre présumé de Cathy Durst. L'affaire est quasiment classée. Quand au cours de l'été 1999, Joe Becerra, inspecteur de police de l'État de New York, reçoit une information d'un détenu qui cherche en échange à réduire sa peine. Il a déclaré savoir quelque chose sur cette fille, Cathy Durst, assassinée par son mari en 1982. Il a dit que son corps était enterré sous une remise de leur maison au bord du lac de South Salem. C'est un mauvais tuyau, mais l'affaire réveille la curiosité de Becerra. Beaucoup de questions étaient restées sans réponse. Et j'avais l'opportunité de savoir au moins ce qui lui était arrivé. Je ne pouvais pas fermer les yeux et passer à autre chose. Mon cœur a fait un bond. Je me suis dit, enfin on va connaître la vérité. Ça fait des années que j'attends ce moment. Ils ont demandé un mandat de perquisition pour fouiller la maison qui appartenait à de nouveaux propriétaires. Ils ont réinterrogé la famille de Cathy et réinterrogé ses amis.
Brusquement, tout le monde s'est mis à chercher des preuves, 20 ans plus tard. Ils ont à nouveau passé en revue la soirée où Cathy a été vue pour la dernière fois et se sont fait une nouvelle idée de son état d'esprit ce soir-là. Elle a bu 2 bouteilles de vin et elle a pris 2 grammes de coke. L'ami qui recevait ce soir-là raconte à la police que Bob et Cathy ont échangé plusieurs coups de fil houleux durant la soirée. Selon des proches, il y avait eu beaucoup de disputes entre eux les jours précédant la disparition, notamment à propos d'argent. Elle lui avait demandé environ 200 000 $ pour payer ses études et mettre un peu de côté pour se lancer dans son activité. Il était immensément riche, mais il était près de ses sous. Très radin. Et elle devait parfois emprunter de l'argent à ses amis. Quelques jours avant sa disparition, ses amis n'arrêtaient pas de lui dire « quitte-le ». Au dire de tous, Cathy appréciait la vie qui allait de pair avec le nom de Durst. Mais il est de plus en plus clair qu'elle a voulu mettre un terme à son mariage avec Bob. Et côtoyer les riches de ce monde ne méritait pas un tel sacrifice. Il n'y a aucun doute sur le fait que la tension montait de plus en plus dans le couple. Je pense qu'ils étaient tous les deux sur les nerfs et la consommation de drogue ne devait pas arranger les choses. Cathy est rentrée chez elle, prête à se battre. Et le combat a eu lieu. Ce qui s'est réellement passé ce soir-là était resté un mystère et subitement, 20 ans plus tard, l'affaire enterrée refaisait surface. Avec tous ces recoupements, il était devenu de plus en plus évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple disparition, mais bel et bien d'un meurtre. Cathy avait été assassinée par son mari, Bobby Durst. Bobby était à nouveau dans la ligne de mire. Après 20 ans, subitement, il était à nouveau suspect. La nouvelle de la réouverture du dossier se répand dans tout le pays. Dès que les journaux se sont mis à parler de l'affaire, Bobby Durst a passé un coup de fil à Galveston et loué un appartement pour une femme sourde et muette du nom de Dorothy Siner. Les enquêteurs brûlent d'interroger à nouveau la vieille amie d'enfance de Bobby, Suzanne Berman. Et cette dernière ne semble pas offrir de résistance. Elle était ruinée, ne trouvait pas de travail. Elle était dans une très mauvaise passe. Elle disait qu'elle allait acheter un poulet et le faire durer 2 semaines, ce genre de choses. Elle a réclamé de l'argent à Bobby, une très grosse somme. Durst envoie un chèque de 25 000 $ à Berman. Après la parution des articles dans la presse, il a dû remettre la mise. Et un nouveau chèque de 25 000 $. Au même moment, la police la convoque pour l'interroger sur les faits vieux de 20 ans. Il est clair qu'elle est prête à parler. Elle a 2 rendez-vous. Avec la police pour un interrogatoire et avec le New York Times pour une interview. Suzanne disait qu'elle avait des informations qui pouvaient dévoiler le poteau rose. Suzanne, que veux-tu dire? Juste que je peux tout dévoiler. Alors je lui ai répondu, « Mon Dieu, sois prudente. » Depuis des années et des années, Suzanne s'en tenait toujours à la même version. Bobby n'avait rien à voir là-dedans. Mais elle a commencé à raconter autre chose à certaines personnes. Elle a même dit à quelqu'un, « Je sais que Bobby l'a fait. » Comment tu sais ça? Il me l'a dit. Berman n'aura jamais l'occasion de raconter son histoire. À la veille du Noël de l'an 2000, un voisin entend le chien de Suzanne aboyer sans fin et appelle la police de Los Angeles. Elle gisait face à terre dans sa chambre avec une balle dans la nuque. En aucun cas, Suzanne Berman aurait laissé un étranger entrer chez elle la nuit. Elle a été abattue par derrière, alors qu'elle allait dans une pièce à l'arrière de chez elle. Elle devait connaître cette personne. Quand j'ai entendu ce qui s'était passé,
Oui. C'était forcément quelqu'un qu'on connaissait. Du moins, qu'elle connaissait. Bob Durst. Bob Durst. Il a voulu régler ce problème. Il a tué sa meilleure amie pour sauver sa peau. Froidement. Froidement. Aucun indice sur les lieux du crime ne permettent d'établir un lien avec Durst. Mais les relevés d'une carte de crédit attestent de sa présence dans la région. Ils ont suivi la trace de Bobby de Eureka en Californie à San Francisco, quelques jours avant la mort de Suzanne. À San Francisco, il a loué une voiture et s'est rendu à Los Angeles. Il y était le jour du meurtre de Suzanne Berman. Pure coïncidence? Peut-être, peut-être pas. La police est une nouvelle fois dans une impasse. Il faudra que la mort frappe encore à Galveston pour qu'elle reparte dans la bonne direction. À la mi-octobre 2001, les enquêteurs sur le meurtre de Maurice Black piétinent après la disparition de leur principal suspect, Robert Durst. Après avoir été libéré sous caution, il a disparu, envolé. Il s'est évanoui dans la nature. Ça a dû être très frustrant pour ces hommes, car ils ont compris alors qu'ils avaient les moyens d'aller n'importe où dans le monde. Il est recherché par la police de Galveston et par la police de New York. Il y a un avis de recherche nationale, mais il reste introuvable. L'histoire du milliardaire meurtrier travesti en femme fait les gros titres de la presse nationale. Avec cette histoire de meurtre et de démembrement sans mobile apparent, les gens commencent à se méfier de leurs voisins de palier. J'ai reçu l'appel d'une personne qui m'a dit que son frère louait des appartements à la Nouvelle-Orléans et qu'il avait lui aussi une locataire qui était visiblement un homme. L'homme se fait appeler Diane Winney, mais le propriétaire pense connaître son vrai nom. Et c'était bien Durst qui louait un appartement à la Nouvelle-Orléans. La mauvaise perruque, on est en plein tout-ci, il me semble. La police passe l'appartement de la Nouvelle-Orléans au peigne fin. Ils ont trouvé toutes sortes d'indices prouvant que Bobby logeait bien là, en se faisant passer pour Diane Winney. Ils ont découvert un ordinateur, un médaillon que Suzanne Berman lui avait donné, et ils ont trouvé une perruque aussi. Il est une autre femme à la Nouvelle-Orléans. L'une était rousse, je les confonds toujours. La police a la preuve qu'il s'agit de Durst et qu'il est venu là après avoir quitté Galveston. Difficile de savoir si Durst aimait s'habiller en femme ou s'il portait ses vêtements uniquement pour tromper la police. Son déguisement était peu crédible, mais curieusement, ça a marché. Il pouvait être devant ma porte. Il pouvait tenter d'enlever un de mes enfants. Il pouvait s'en prendre à un membre de sa propre famille. On ne peut pas savoir. 7 semaines passent. Robert Durst semble ne plus refaire surface. Et soudain, juste après Thanksgiving, les enquêteurs tiennent une piste. Dans la ville de Hanovre, en Pennsylvanie, les caméras de sécurité d'un supermarché haut de gamme captent les images d'un homme au comportement bizarre. L'homme est étrange. Il a le crâne et les sourcils rasés. On le voit acheter un journal, traîner encore un peu, il se rend ensuite au rayon parapharmacie où il prend une boîte de pansements, puis il s'en va. L'homme se dirige ensuite vers les toilettes. Il en ressort avec des pansements sur la figure. Il repart ensuite vers le rayon épicerie fine, choisit un sandwich au poulet, puis se dirige vers la sortie du supermarché. Le service de sécurité du magasin a repéré le voleur. Il l'arrête et appelle la police. On lui demande ses papiers. Il utilisait les papiers et le permis de conduire de Maurice Black. Par contre, il donne son numéro de sécurité sociale personnel et la police peut faire le rapprochement avec l'avis de recherche de Galveston. C'est là qu'ils ont compris qu'il tenait Robert Durst.
Le millionnaire insaisissable se fait prendre pour un sandwich au poulet, volé à l'étalage. Quelle ironie du sort. On pourrait penser que les jeux sont faits, mais cette histoire rocambolesque n'est pas finie. La police comprend alors que Durst s'est rasé le crâne et épilé entièrement les sourcils pour ressembler au nouveau personnage qu'il incarne, un homme de 71 ans. Il avait loué une voiture sous le nom de Maurice Black. La voiture a été retrouvée. À l'intérieur, ils ont trouvé 37 000 $ en liquide, 2 calibres 38 et un sac d'herbe. Il avait également 500 $ sur lui, alors qu'il venait de voler un sandwich. La situation était plus qu'absurde. Robert Durst est à nouveau en garde à vue. J'ai vraiment eu le sentiment, on l'a tous eu d'ailleurs, que ce douloureux chapitre de notre vie touchait à sa fin. Je me suis dit, c'est enfin fini, on le tient. S'il ne tombe pas pour un crime, il tombera pour un autre. Quatre mois après la découverte du corps en morceaux de Maurice Black dans les eaux de Galveston, la partie plaignante peut enfin monter son dossier contre Robert Durst. Ils voulaient sa peau. Ce type n'avait pas arrêté de les mener en bateau. Vous avez un cadavre en morceaux, vous avez un suspect, vous avez toutes les preuves possibles dans l'appartement, un homme qui prend la fuite. C'était du tout cuit pour l'accusation. La police de Galveston m'a dit, « Vous savez, Jim, c'est gagné. Rien qu'avec le premier meurtre, tout l'accuse. » La rumeur court dans Galveston que l'accusé connu pour son avarice a versé une avance de 2 millions de $ pour s'assurer la meilleure défense possible et faire comprendre à la partie plaignante qu'elle allait avoir du fil à retordre. Cette dernière engage donc des plongeurs de la police pour essayer de retrouver la tête de Maurice Black dans la baie de Galveston. Cette tête était importante. Elle pouvait déterminer la cause de la mort. La famille de la victime engage Bobby Baca, détective privé. J'étais sûre que si on trouvait cette tête, elle porterait les traces d'une blessure par balle. Exactement comme pour Suzanne Berman. Une balle derrière la tête. Pendant que les plongeurs sondent la baie de Galveston, le monde s'interroge sur le mobile. Durst est suspecté du meurtre de 2 personnes qu'il connaissait, mais quel est le lien avec Black? C'est une des questions qui continue de me rendre folle. Est-ce qu'il le connaissait avant? Comment s'est-il retrouvé juste à côté? Ces 2 hommes ne se sont pas retrouvés par hasard voisins de palier à Galveston. Ça ne colle pas. Il est clair, du moins à mes yeux, qu'ils se connaissaient. Pour certains enquêteurs, le lien entre les 2 hommes serait Suzanne Berman. Maurice Black faisait-il partie de la pègre? Était-il un tueur à gages ou quelque chose comme ça? Faisait-il partie de la mafia juive? Baca émet l'hypothèse selon laquelle Black aurait aidé Durst à tuer sa femme et à se débarrasser du corps. Je pense que la disparition de Cathy est tout à fait conforme à la façon dont les gangsters font disparaître leurs cadavres. Ça fait partie de leur mode de vie. Ça arrive tout le temps. La quête macabre de la tête de Maurice ne donne aucun résultat. C'est alors que la défense lance une vraie bombe. Durst reconnaît avoir tué Maurice Black, invoquant la légitime défense. C'est ça. Il l'a tué, il l'a coupé en morceaux, il l'a jeté à la mer, mais c'était de la légitime défense. Et c'est pas tout. Ce pauvre garçon a été harcelé par des gens qui le soupçonnaient d'autres crimes. Légitime défense? Quand on a taillé en morceaux un vieil homme sur le sol de sa cuisine? C'est un comble.
Fin septembre 2003, le procès commence. Tous les ingrédients d'un procès médiatique étaient là. Argent, pouvoir, travestissement, drogue, alcool, la totale. Le procès s'ouvre sur un coup de feu. Ils avaient les analyses de sang, les traces de sang sur le sol. Ils avaient les notes dans le sac. Ils avaient les morceaux de cadavres avec des pièces à conviction. Est-ce qu'il a préparé son coup? C'est certain. Point par point, ils évoquent les horribles circonstances du meurtre et du démembrement. L'accusation a décrit le scénario le plus épouvantable qu'on ait jamais entendu dans un tribunal de ce pays. L'accusation déclare que la mort de Maurice Black aurait été précipitée par un violent passage à tabac. Avant son démembrement, il avait eu une crise cardiaque. Il était couvert de bleu. Il avait du sang dans ses poumons et des entailles sur tout le corps. On ne peut pas ignorer les faits. On ne peut pas ignorer ce qu'il a fait à Maurice Black. Il pouvait s'appuyer sur une scène de crime particulièrement horrible, notamment en donnant tous les détails sur la façon dont le corps avait été découpé. Ce meurtrier a fait des choses qu'on ne pourra jamais expliquer. Lorsque l'accusation termine sa plaidoirie, l'affaire semble bouclée. Il avait essayé de dissimuler son crime, il n'avait pas comparu au tribunal. C'était clair, on ne s'enfuit pas quand on est innocent. La plaidoirie de la partie civile est parfaite, mais Bob Durst ne s'avoue pas vaincu. Ses avocats sont en train d'organiser une défense qui va tout faire basculer. Dans le procès pour meurtre de Robert Durst, la partie civile vient de faire une plaidoirie imparable. Et la défense va tout retourner. On n'est pas là pour juger ce qu'a fait Bob Durst après la mort de Maurice Black. La stratégie consiste en partie à rendre la victime coupable et à montrer Durst comme un chic type et non comme un tueur psychopathe. Ses avocats s'exprimaient toujours en disant « Notre ami Bob, ce bon vieux Bobby, ce n'était plus Monsieur Durst, mais notre ami Bob du genre, il faut le protéger. » J'ai dû voir cette pratique judiciaire 1 million de fois. C'est toujours la même tactique révoltante. Faire de l'accusé une victime et faire de la victime un monstre. La défense argue du fait que Maurice Black était caractériel, instable et que Durst est atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme à l'origine de son comportement bizarre. Ils l'ont fait venir à la barre. Un vrai coup de génie, il faut dire. Il savait qu'il allait devoir expliquer pourquoi il avait découpé un homme en morceaux sans avoir assassiné cet homme, et il s'en est sacrément bien sorti. Il explique au jury que le jour du meurtre, il avait trouvé Black dans son appartement, une arme à la main. Black savait que Durst avait des armes dans son appartement. Il a dit que Black avait braqué une de ses armes sur lui et qu'il avait cherché à le désarmer. Durst affirme qu'une balle est partie accidentellement en plein visage de Black alors qu'il essayait de se défendre. Durst a reconnu avoir paniqué, avoir eu peur que la police vienne et trouve le mort chez lui. Il a plaidé la légitime défense en ajoutant « Comme j'étais déjà suspect des 2 autres meurtres, on pouvait m'accuser de l'avoir tué délibérément. Je devais faire quelque chose, nettoyer tout ça. » Pour expliquer au jury toute l'horreur de l'étape suivante, il prétend avoir ensuite agi sous l'emprise de drogue et d'alcool. Il se souvenait juste avoir baigné dans une mare de sang et n'avoir qu'une seule chose en tête, couper ce corps en morceaux, se débarrasser du cadavre. C'était génial. Si je devais tuer quelqu'un, c'est ce que je dirais pour ma défense. Le jury délibère pendant 26 heures insoutenables. Quand une délibération dure aussi longtemps, on se dit « Mais de quoi il parle? Quel est le problème ?»
Monsieur le président du jury, veuillez remettre votre verdict à l'huissier. Il leur aura fallu 4 jours pour arriver à une décision. Accusé, levez-vous. Le jury reconnaît l'accusé Robert Durst non coupable. Quand on a lu le verdict, Bobby Durst a été encore plus surpris que moi. Nous tenons à remercier les membres du jury. Et que dire? Je me suis dit, il s'en sort une fois de plus. J'ai failli en tomber par terre. Il semblait avoir des ailes pour se tirer de tout. Je n'arrivais pas à y croire. On nous avait tellement confortés. Tous les avocats nous avaient tellement dit que l'affaire était gagnée d'avance. Ça a été une terrible déception. Il n'a pas été inculpé pour le démembrement, ni pour les autres meurtres. Le jury devait trancher. Durst était coupable de meurtre au premier degré ou de rien du tout. Le jury a été poussé à se prononcer sur une histoire de 2 hommes se battant dans une pièce avec une arme, où tout était possible, même la légitime défense. Ils étaient coincés. Robert Durst purgera finalement moins de 3 ans de peine pour port d'armes illégales, non-présentation au tribunal et dissimulation de preuves. Il a été libéré sur parole. En 2006, Bob Durst rompt officiellement les liens avec sa famille et quitte l'entreprise avec un dédommagement de 65 millions de dollars. De quoi s'acheter plein de nouvelles robes. Alors, si une étrange femme sourde-muette s'installe à côté de chez vous, méfiez-vous. C'était Dominique Dunne. À bientôt.